Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Mardi 27 octobre 2020, voici le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les hommages hier de la Nation au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, décédé le 23 octobre dernier. Cérémonie en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Sidiki Diakité repose désormais au cimetière de Grand Bassam. Toujours en Côte d'Ivoire, ce drame survenu la nuit dernière dans la commune de Yopougon, au quartier Niangon, Cité Verte. Un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré. Bilan, 3 morts, dont un jeune enfant de 2 ans. Les secours sont à la recherche de survivants. Enfin, en Guinée-Conakry, la fin de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies, pour dissiper la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a rendu hier hommage à son ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, décédé le 23 octobre dernier. Cette cérémonie s'est déroulée à la primature dans la commune du Plateau en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, repose désormais au cimetière de Grand Bassam dans la région sud du pays. Pargassoro Koné. Dans ce cercueil se trouve le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Décédé le vendredi 23 octobre dernier, il a eu droit ce lundi à la grande mosquée de Grand Bassam à la prière mortuaire. Prière officiée par le guide suprême de la communauté musulmane des Côtes d'Ivoire, président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement. Après la prière mortuaire, Sidiki Diakité est accompagné au cimetière de Grand Bassam où il a été inhumé en présence de sa famille, de ses amis, de ses plus proches collaborateurs et de ses collègues, tous consternés par ce départ brusque et inattendu. Jusqu'à sa mort, il s'est battu. Je puis dire que c'est presque au combat qu'il est tombé. Parce que son souci, c'est de voir la Côte d'Ivoire connaître la paix éternellement. Très souvent, quand les gens meurent, on dit ils sont grands, mais lui là, c'est une réalité. C'est un grand homme. Il est mesuré, il ne choque jamais, toujours un petit sourire. Même quand tu lui exposes un problème, bon, il a un petit sourire pour t'encourager et tout ça. J'ai été frappé par sa grande humilité, sa connaissance de l'homme et surtout sa capacité à travailler en tant que grand serviteur de l'État, en réglant les problèmes sans bruit, mais de façon efficace. C'était vraiment un homme de cœur qui avait une rigueur silencieuse. Du retour du cimetière, autorités administratives, élus, cadres, filles et fils de la ville natale du ministre Sidiki Diakité saluent la mémoire de ce grand commis de l'État. Il était très pieux. Son père était imam de la grande mosquée, là où on a fait la prière mortuaire. Il est sans problème que la terre lui soit légère. Et vraiment, c'est une grande fête pour la Côte d'Ivoire. Quand nous retrivions sur cet espace, il y a de cela quelques années, c'était pour des tournois de Maracana. Aujourd'hui, venu se rassembler là parce qu'il est parti trop tôt. Les cœurs saignent à Grand Bassam. Sa famille, encore sous le choc, a tenu à exprimer toute sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous sommes infiniment reconnaissants au président de la République par rapport à tout ce qu'il a fait pour notre fils, notamment l'hommage de la nation à notre défunt fils. Et nous avons compris aujourd'hui que malgré son jeune âge, il a servi la nation ivoirienne. Ancien préfet d'Abidjan, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, part, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants, dont un garçon et 4 filles.
Aujourd'hui, mardi 27 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, nous sommes au 13e jour de la campagne électorale. Ce processus, on le sait, doit s'achever le jeudi 29 octobre prochain. Dans l'actualité nationale, à noter également les échanges récemment entre la Commission nationale indépendante et les populations de la région du Haut-Sassandra dans le centre-ouest du pays. La CEI a rassuré les populations. L'élection présidentielle du 31 octobre prochain sera apaisée, crédible et transparente. La commission électorale indépendante, la CEI, qui informe la communauté nationale et internationale qu'au terme de la période de distribution des cartes d'électeurs du 14 au 25 octobre 2020, 3 84 288 électeurs ont effectivement retiré leur carte, soit 41,15% des 7 495 082 électeurs. Conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte pourront le faire le 31 octobre 2020, jour du scrutin, dans leur bureau de vote respectif où un dispositif particulier sera installé à cet effet. La commission électorale indépendante rappelle enfin que les nombres de lieux de vote 10 815 et de bureaux de vote 22 381 reste inchangé sur le territoire national et à l'étranger. Fait à Abidjan le 26 octobre 2020, signé le secrétaire général Brahima Fofana. Il contribue au bon déroulement de l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Des observateurs seront en effet mobilisés le 31 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national. Leur rôle, assurer entre autres un processus électoral équitable. Découvrons ces observateurs avec Sidonie Davila. Leur nom rime avec élection. Eux, ce sont les observateurs. On note souvent leur présence dans les centres de vote lors des scrutins électoraux. Marie Mwonzi, observatrice depuis 2001, parle d'une expérience riche. Plusieurs pays, plusieurs élections observées. Cette diplomate à la retraite garde encore de beaux souvenirs de ces moments sur le terrain. Le sentiment que j'ai sur les élections que j'ai observées, c'est un sentiment positif. Parce que vous voyez des personnes qui attendent sous le soleil. Et chacun attend son tour. D'un coin à un autre de l'Afrique. Du Bénin jusqu'à l'île Maurice où j'ai été en 2019. Et cela m'a fortement marqué. Cela montre aussi que les populations sont sensibilisées. Elles savent que l'élection est importante et elles doivent se déplacer pour aller exprimer leur choix. Dans le cas de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre, plusieurs missions le sont déjà ou s'apprêtent à investir le terrain. L'Union africaine est spécialiste des observations électorales. Pour cette année en Côte d'Ivoire, 44 observateurs internationaux seront déployés sur le territoire ivoirien. Nous avons également un partenaire, c'est EISA. C'est une organisation qui est spécialisée dans l'observation des élections. Et cette année, ils sont ensemble avec la Fondation Carter. À leur niveau également, ils ont une trentaine d'observateurs internationaux. Les observateurs sont considérés comme des témoins oculaires indépendants des élections. Leur rôle est important dans l'évaluation des scrutins. L'observation électorale a pour but d'assurer un processus électoral équitable, de contribuer à assurer l'intégrité du processus et surtout de faire respecter les concepts clés d'élection démocratique. L'observateur, c'est la personne qui est là, qui entend, qui voit, mais qui ne parle pas. Vous avez votre calepin, vous notez ce que vous pensez être peut-être pas correctement fait. En règle générale, on note deux types d'observation. L'observation long terme et l'observation court terme. Dans une
mission d'observation des élections, il y a d'autres activités qui sont menées avant l'observation comme telle. Ces observateurs qui sont déjà sur le terrain font quoi? Ils sont formés, ils se spécialisent, ils se déplacent, ils vont déjà sur le terrain, ils prennent des contacts. Nous sommes engagés dans un processus d'observation long terme qui a démarré depuis mars 2020 et qui courra jusqu'à fin 2021. Donc dans cette période-là, tout ce qui est dynamique socio-politique de façon globale, nous observons ça. Les observations relevées au cours de leur travail sur le terrain sont aussitôt remontées au bureau central de la mission qui les envoie. C'est donc sur la base des différentes appréciations que les missions d'observation produisent leur communiqué final. Les problèmes qui seront relevés dans le cadre de ces élections présidentielles seront remontés à l'administration électorale pour que ces problèmes soient corrigés pour les autres étapes du processus. Au cours des dernières années, les missions d'observation d'élections se sont multipliées dans le monde. Si dans le passé, l'observation électorale laissait place à une certaine improvisation, l'ex-diplomate reconnaît qu'un plus grand professionnalisme caractérise dorénavant ce type d'intervention. Avec des formulaires, vous imaginez, nous écrivions et donc ça prenait beaucoup plus de temps. Donc on gagne en temps maintenant avec les tablettes que nous utilisons et nous allons beaucoup plus vite. La technologie aide les observateurs parce que vous êtes localisés même. Cela dit, n'importe qui ne peut être observateur. Leur profil, ce sont des personnes qui doivent avoir un cursus, disons, de haut niveau. Généralement, ce sont des personnalités, des cadres qui travaillent dans leur pays. On peut voir des députés, parfois on a des sénateurs, on a aussi des anciens ministres qui ne sont plus en fonction. Disons d'une manière générale, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont formés, outillés pour observer une élection. Aux observateurs nationaux se joignent d'autres qui proviennent de pays étrangers, d'ONG internationales et d'organisations comme l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, pour ne citer que ceux-là. Cependant, tous n'observent pas de la même manière. La francophonie va axer son appui à l'Observatoire national du scrutin en appuyant la société civile et le Conseil des droits de l'homme. Ce n'est pas une observation classique, c'est une observation basée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire que nous voulons nous rassurer que les citoyens ont les bonnes informations à l'effet de leur permettre de faire les bons choix. Sur le terrain, les observateurs notent une bonne collaboration entre les différentes missions. Nous travaillons en synergie avec d'autres missions qui nous sollicitent ou qui nous solliciteraient. Nous sommes disponibles pour collaborer avec ces organisations. Les budgets, selon certains experts, alloués à ces opérations sont généralement élevés. Les missions d'observation sont dirigées par un chef de mission qui coordonne le travail des observateurs. Ce chef est entouré d'une équipe de coordination composée d'experts électoraux, juridiques, d'experts des médias, de la logistique, de la sécurité et bien d'autres. Toujours en Côte d'Ivoire, cette caravane pour sensibiliser les victimes de crise à un comportement civique pendant tout le processus électoral 2020. C'est une initiative de la Confédération des organisations de victimes de crise. Ses membres ont reçu récemment un appui financier de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Les précisions de Astou Touré et Jean Djadji. Elles disent non à la violence électorale. Elles, ce sont les organisations des victimes des crises post-électorales qu'a connues la Côte d'Ivoire. Regroupées en confédération, ces victimes s'engagent à jouer leur contribution pour une élection sans violence. Nous avons voulu qu'il n'y ait plus de victimes en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a eu quelques victimes, quelques décès. Et nous souhaiterions que cela prenne fin. Dire aux jeunes que
les chantiers de violence ne doivent pas caractériser la jeunesse. Leur dire qu'ils ont leur avenir devant eux, c'est à eux de prôner la paix et la cohésion. Une initiative soutenue par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, à travers la remise d'un chèque de 5 millions de francs CFA. Les victimes connaissent mieux que quiconque les conséquences des violences électorales. Elles sont bien placées pour en parler et inviter tous nos compatriotes à la non-violence, quels que soient les enjeux des scrutins. Elles ont également bénéficié de plusieurs accessoires pour la réussite de la caravane de sensibilisation. C'est la commune de Port-Bouët qui va accueillir le lancement de la caravane ce week-end. En image, un tout autre sujet. Bientôt, la réhabilitation complète du tronçon Agny-Bilécro-Bondoukou. En effet, les travaux de cet axe ont été lancés il y a quelques jours par le secrétaire général de la présidence et ministre d'État, Patrick Hachi. Bangolo, dans la région ouest du pays, les bureaux de la préfecture construits puis abandonnés seront bientôt achevés. Les travaux ont été lancés par la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Les précisions de Mamadou Kouassi. Il y a plus de 20 ans, ce bâtiment sortait des terres pour servir de bureau de préfecture de Bangolo. Ces travaux seront interrompus du fait des crises sociopolitiques qu'a connu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le bâtiment a été débarrassé des herbes qui l'ont occupé tout ce temps. Et la raison, les travaux de construction des bureaux vont reprendre. Une reprise des travaux effectués par le ministère de la Construction à travers la SOGEPIE, Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, pour un coût global de 355 millions de francs CFA. Il s'agit pour Suleiman Kamara, premier responsable de cette structure, d'offrir au corps préfectoral un cadre de travail adéquat et moderne. D'ouvrir aux côtés des populations à offrir aux services administratifs les meilleures conditions de travail. C'est donc le lieu d'exhorter les directeurs régionaux et départementaux de la construction, du logement et de l'urbanisme, de recueillir les besoins des services et de faire des suggestions pertinentes pour permettre à la SOGEPIE de répondre efficacement aux préoccupations de tous. Le préfet de Bangolo, en lançant les travaux, s'est réjoui de cette volonté du gouvernement à améliorer les conditions de travail du corps préfectoral. Brahima Chérif a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse au civisme. Le fait de nous offrir une préfecture dans les normes va restaurer l'autorité de l'État. Face à cette bonne volonté du gouvernement, je voudrais vous exhorter à maintenir un climat de paix, de sécurité, avant, pendant et après cette période électorale. Ce faisant, nous donnerons une bonne image de notre Bangolo natal. La reprise des travaux de construction de la préfecture de Bangolo marque le début d'un vaste programme d'achèvement des travaux des bâtiments étatiques. Plusieurs localités sont concernées, notamment Bouna, Toumodi et Grand Laou, qui ont vu les travaux interrompus depuis 1995. La fin des travaux dans 6 mois. Retour dans le district d'Abidjan avec ce drame survenu dans la commune de Yopougon. Un immeuble de 4 étages en construction s'est effondré la nuit dernière au quartier Nyangon Cité Verte. Bilan, 3 morts, dont un jeune enfant de 2 ans. Les sapeurs-pompiers militaires s'affairent toujours à la recherche de survivants. Le point, Jean Djadji. Nous sommes au quartier Nyangon Cité Verte, dans la commune de Yopougon. Ce matin, les riverains découvrent un tas de gravats, des débris, vestiges du sinistre qui s'est produit la veille dans leur quartier. Cet immeuble en construction de 4 étages s'est effondré sur un bar à proximité selon des témoins. À 4 h du matin, j'ai entendu un bruit vraiment sourd, un bruit qui m'a tiré du sommeil. Et quand je suis sorti, vraiment la poussière était telle qu'on ne voyait rien. Et je suis obligé de retourner dans ma chambre, prendre ma torche pour venir voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que l'immeuble n'était plus là. Et c'est quand je suis arrivé et que les jeunes gens sont venus me retrouver, on a essayé de foncer le portail pour voir s'il y a des gens dedans pour les sauver. Mais malheureusement, nos efforts étaient vains. L'on dénombre 3 personnes tuées, dont le gérant, son épouse et leur enfant de 2 ans, selon les sapeurs-pompiers militaires du groupement de Yopougon dépêchés sur les lieux. Une personne a eu la vie sauve grâce à la providence. J'ai entendu un grand bruit. Non, je me suis dit que non, peut-être, comme nous on ne fait pas vite, souvent ils viennent au travail. Je suis sorti, j'ai regardé à l'arrière, j'ai vu qu'il faisait encore nuit. Dès que j'ouvre la porte du bar, je trouve tout le monde devant. On me dit, Didier, ouvre la porte que non, le bâtiment est versé.
jusqu'à ce que les pompiers n'arrivent pour venir faire sortir les corps. Arrivé rapidement sur les lieux aux alentours de 5h20, nous avons constaté que c'était un immeuble en construction qui s'était effondré sur lui-même. Mais les charges ont fait que les murs adjacents, c'est-à-dire des bâtiments contigus de part et d'autre, ont subi le poids de la charge. Et c'est ainsi que dans le bâtiment qui était du côté, on va dire gauche, lorsqu'on se met en face, qui est un maquis, le gérant et sa famille qui étaient à l'intérieur étaient coincés sous les décombres. Donc, renseignement pris, il s'agissait de 3 victimes supposées qui seraient sous les décombres. On a placé des tresses de balises que vous pouvez constater là, qui signalent la zone de danger. Donc pour elles, il s'agit de ne pas entrer dans cette zone-là, de ne pas entrer dans la zone de danger jusqu'à ce que l'enlèvement total des décombres ait été effectué. Les forces de l'ordre sur place continuent les recherches et les missions de reconnaissance pour retrouver d'éventuelles victimes. Un sujet plus heureux à présent avec la présentation au grand public du Cénacle des journalistes seniors. Cette organisation apolitique qui regroupe des vétérans de la presse ivoirienne a organisé récemment une assemblée générale constitutive dans le district d'Abidjan. Mamadou Kouassi. Pendant des décennies, ils ont été les animateurs des médias et de la presse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les retrouvailles entre ceux qui sont devenus des seniors de la presse. Des retrouvailles motivées par la mise en place du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire. Une organisation qui vient soutenir et encadrer la nouvelle génération. Et nous voulons peser de notre poids ou de notre voix dans tout ce qui concerne la profession de journaliste. Le métier a des règles de déontologie et d'éthique, des règles professionnelles. Et malheureusement, l'évolution de la presse fait que le public a une image dégradée de la presse. Il y a beaucoup d'excès au quotidien dans les médias. Et ce serait bien de rappeler aux jeunes confrères les limites qui ne doivent pas être dépassées. Nous allons construire une sorte de passerelle qui partira des anciens vers les jeunes. Et les jeunes ont intérêt à saisir cette perche parce que l'expérience est une chose qu'on ne peut pas commenter. Elle est essentielle, incontournable. Je suis en joie. Nous avons passé beaucoup de moments dans un certain journalisme. Et nous qui avons fait nos pas dans ce certain journalisme-là, nous voulons corriger pour que nos jeunes que vous êtes, vous ne retombez pas dans les mêmes erreurs que nous. Donc le Cénacle est là pour essayer de faire un nettoyage dans notre noble métier de journaliste. Les travaux ont permis la mise en place de différents organes, notamment le Conseil exécutif, dirigé par Lucien Ouédanou, et le Haut Conseil du Sénat, conduit par Auguste Mirémont. À tous ceux qui font œuvre dans ce métier, de respecter la déontologie de leur métier. D'abord, la justesse des informations qu'ils donnent, de ne pas tomber dans la publicité ou la propagation de la haine et des échos violents, des messages violents, et de militer davantage pour la paix, l'union et la cohésion sociale. Le Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire revendique à sa création une 50aine de membres, tous issus de l'espace médiatique ivoirien. Rappelons qu'il nous faut respecter scrupuleusement les gestes barrières pour mettre fin à la propagation du coronavirus. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre la maladie à coronavirus. 16 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 20 486 cas confirmés de coronavirus, dont 20 212 personnes guéries et 122 décès. 27 prestataires de soins ont bénéficié il y a quelques jours d'une formation. Les travaux ont porté sur la surveillance épidémiologique de terrain. Ces agents de santé ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie présidée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour en parler, Salima Todia.
Ils sont 27 agents de santé issus des 27 nouveaux districts sanitaires à recevoir leur diplôme de formation. Une formation en épidémiologie déroulée en 9 mois de février à octobre. C'est ceux-là qui sont les yeux et les oreilles du ministère de la Santé au niveau le plus périphérique. Donc toutes les données qu'elles prennent dans les centres de santé, dans les dispensaires, qu'elles analysent, ces données-là permettent de donner l'alerte très rapidement. Par exemple, quand il y a une menace d'épidémie de rougeole, c'est ceux-là qui peuvent nous alerter au premier niveau. Ce qu'on leur demande, c'est de faire en sorte que nous puissions prévenir. Si on n'arrive pas à prévenir, il faut être capable de les détecter à temps. Et si on les détecte rapidement, on peut riposter efficacement. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette formation permet au pays d'avoir des compétences en matière de surveillance épidémiologique face aux menaces sanitaires. Cette 11e promotion est appuyée par le gouvernement américain qui s'engage à faciliter la continuité de la formation. Le gouvernement américain, à travers le CDC, va lancer début décembre le programme intermédiaire FETP de 9 mois. Ce programme d'un niveau plus élevé formera 2 cohortes de 9 à 15 participants chacune en 2 ans. Les conditions du soutien financier technique du CDC sont que le gouvernement ivoirien doit s'approprier le programme après 2 ans. Cette adhésion de la Côte d'Ivoire au programme global de sécurité sanitaire a permis de renforcer les capacités de plus de 350 agents de santé. Et pour renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus dans tout le pays, l'agence ivoirienne de marketing social, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, a offert récemment des équipements sanitaires au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, matériel estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Les détails dans ce reportage de Michel Mambo. 316 cas enregistrés dans la quinzaine du 12 au 25 octobre dernier. Une diminution de 39,80% du nombre de cas confirmés selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des chiffres encourageants, toutefois le mal persiste, le coronavirus est toujours présent. Alors, lavage régulier des mains à l'eau et au savon, utilisation du gel hydroalcoolique, port du masque, il faut continuer de respecter les mesures barrières. Le don de l'agence ivoirienne de marketing social, AIMAS, vient donc à point nommé. Ce matériel est vraiment le bienvenu, puisque de façon quotidienne, nous ne devons pas baisser les bras. Quand bien même les chiffres vont à la baisse, nous devons être vigilants et maintenir nos efforts afin que cette pandémie soit définitivement vaincue. Ces dons se composent pour l'essentiel de masques chirurgicaux, de thermomètres, de gants et d'un ensemble de matériel de protection. Notre motivation, c'est de renforcer le plan de riposte qui a été mis en œuvre par la partie ivoirienne afin de contrer effectivement la propagation de la pandémie dans notre pays. Un don estimé à près de 2 milliards de francs CFA, fruit de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne. Plusieurs districts sanitaires de Côte d'Ivoire devraient en bénéficier. Un projet pour encourager l'autonomisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. C'est une initiative des femmes ivoiriennes de la diaspora. Ce programme va donc commencer à Lakota, dans la région sud-ouest du pays. Les détails, Éric Goré. La scolarisation de la jeune fille ou son orientation vers une formation en vue de pouvoir se prendre en charge est le projet de l'association Lakota Nouvelle Vision, composée des filles de cette localité vivant en France. Cette association veut ainsi contribuer au développement de Lakota en se mettant au service de la communauté. Un foyer des jeunes filles sera construit à Koutem, à Lakota. Nous avons déjà acquis le terrain et nous débutons ce projet par la construction du centre d'hébergement. Ce centre d'hébergement permettra à terme de résoudre le problème de tuteurs récurrents dans notre région. Une initiative saluée par les autorités administratives, les élus et les cadres de cette localité. Vous avez parlé de la jeune fille, de la vulnérabilité de la jeune fille.
Ça, madame le ministre qui nous mandate ici, elle tient vraiment à ce que la jeune fille puisse s'épanouir. C'est pourquoi, en 2014 déjà, le bâton de pèlerin qu'elle a eu à prendre, c'était de lutter contre les grossesses précoces. L'association Lakota Nouvelle Vision entend lutter efficacement contre les mariages forcés, les grossesses précoces et la stigmatisation de la jeune fille. À présent, l'actualité hors de chez nous avec les images de la fin de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations unies en Guinée-Conakry. Objectif, calmer les tensions survenues après la proclamation des résultats de la présidentielle. Les membres de cette mission ont rencontré l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, rappelant que le bilan des violences post-électorales qui ont éclaté en Guinée-Conakry s'est alourdi. 21 personnes tuées, dont des agents des forces de l'ordre depuis le 19 octobre dernier. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.